Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS, journal du dimanche au soir, qui débute désormais à 19h30, 1h30 à décrypter l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée. Et aujourd'hui, les sujets marquants sont les suivants. La CEDEAO lance un ultimatum au Burkina. Des sanctions tomberont si l'ancien président Roch Kaboré n'est pas libéré. Pareil pour la Guinée, pour un calendrier de transition clair. Et enfin, le Mali, toujours avec les mêmes sanctions. Le décryptage dans quelques instants. Et puis note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur. Que retenir de ce document produit par l'INSD? Il est élaboré tous les 3 mois par le service des statistiques d'entreprise et du commerce de la direction des statistiques et des synthèses économiques. Nous nous intéresserons donc à cela avec le directeur des statistiques et des synthèses économiques à l'INSD. Et enfin, sport, karaté-do pour être plus précis, championnat petite catégorie 2022, 350 participants venus de toutes les ligues et clubs affiliés et on s'intéressera justement à ce sport-là. Et puis on parlera aussi de la Ligue 1 Lunabé avec un certain RCK AS Sonabel, 2-1, c'est le score final pour le Racing Club. C'est le clair des sujets qui seront abordés pour ce qui est de ce journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Avant le décryptage sur ce plateau, ce petit récapitulatif en reportage, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a annoncé vendredi de nouvelles mesures punitives contre le Burkina Faso et la Guinée. Pour le Burkina, un ultimatum est donné pour la libération de l'ancien président Roch Kaboré. La CEDEAO maintient ses sanctions sur le Mali, faute d'accord sur le calendrier de transition. Maxime Jean-Eudes Bambara. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, menace le Burkina Faso de nouvelles sanctions. Réunie vendredi à Accra au Ghana, elle a maintenu la pression sur les militaires au pouvoir au Mali où les sanctions restent en place et menace la Guinée de nouvelles sanctions. Pour le cas du Burkina, un ultimatum clair est donné. Des sanctions seront prises si l'actuel pouvoir ne libérait pas l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré d'ici au 31 mars 2022. Les autorités de transition du Burkina écoperont de sanctions individuelles si elles n'obtempèrent pas. L'organisation ouest-africaine a également décidé de sanctionner la Guinée si elle ne présentait pas de calendrier acceptable pour la transition avant fin avril 2022. Elle imposera des sanctions contre les membres du gouvernement et du Conseil national de transition CNT. En rappel, en septembre, peu après le coup d'État en Guinée et la destitution du président Alpha Condé, la CEDEAO avait déjà décidé le gel des avoirs financiers des membres de la junte et des membres de leur famille selon le communiqué final de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Pour ce qui est du Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé du maintien des sanctions infligées le 9 janvier 2022. Elle invite les autorités de transition du Mali à adhérer au calendrier de 12 à 16 mois de transition recommandé pour la durée de la transition avant le retour des civils au pouvoir. Ces sanctions au Mali sont maintenues malgré une ordonnance rendue jeudi par la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, exigeant la suspension des sanctions. Avec l'approche du Ramadan, certains espéraient un geste d'apaisement qui aurait joué sur les échanges et les prix à la veille d'une période de consommation accrue. Pour ce qui est du Burkina Faso, les yeux resteront rivés sur les nouvelles autorités pour connaître la décision qui sera prise. Le MPP, parti de l'ex-président Kaboré, avait rompu le silence jeudi dernier en exigeant sa libération. L'ultimatum de la CEDEAO sera-t-il entendu? Et justement, l'autre information du jour, c'est l'interpellation, selon certaines sources, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassar Condé, ce dimanche même, donc aujourd'hui, 27 mars, par la gendarmerie nationale. Elle serait liée à des propos tenus lors de la conférence de presse qui a eu lieu le 24 mars dernier au siège du parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, point de presse au cours duquel était exigée justement la libération de l'ancien président Roch Kaboré. Et toujours, selon ces sources, les motifs
motifs évoqués sont entre autres incitation à la révolte, non-respect de consignes édictées par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, entre autres. Une information sur laquelle nous allons revenir dans nos prochaines sessions du journal. Ceci dit, là, on va dire que le plat il est là, on a les pieds dedans. On a parlé donc des sanctions de la CEDEAO. J'ai avec moi sur ce plateau Wilfried Zundi, juriste. Bonsoir. Bonsoir. Pour analyser donc cela. Et Oumarou Paul Koualaga, diplomate de formation, directeur de l'ISRI, entendez Institut de stratégie et de relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. On a tout à l'heure ensemble suivi ce reportage récapitulatif des sanctions et des menaces de la CEDEAO à l'encontre des pays que sont le Burkina Faso, la Guinée et aussi le Mali. Et bon, le Mali, c'est pas des menaces parce que là on est déjà dans des sanctions. Voilà. Et déjà, lecture d'ensemble sur comment est-ce que les travaux se sont déroulés, parce qu'on sait aussi que pour la partie malienne, pour une fois, il y avait une invitation qui avait été lancée à l'endroit notamment du président malien, laquelle a été déclinée. Quel regard vous avez sur ces travaux qu'il y a eu? Je vais commencer par Zundi. D'abord, il faut dire que la CEDEAO est dans son rôle. D'abord, sa doctrine, c'est le principe de la condamnation des coups de force. C'est ça. Pour l'accession au pouvoir. Et d'abord, elle donne d'abord, elle prévient d'abord. Ensuite, s'il n'y a pas d'amélioration dans la conduite de l'État maintenant, elle bandit maintenant la carte de la fermeté en infligeant naturellement des sanctions. Le président malien, certes, Goïta a été invité, il a décliné l'offre, mais il a toutefois assuré qu'il était prêt à intervenir par visioconférence. A-t-il intervenu, oui ou non? On n'en sait rien. Dans tous les cas, on parle de la conférence des chefs d'État. Naturellement, c'est les chefs d'État qui devaient être présidents. Il s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères. C'est quand même une première, parce que normalement, en principe, selon la doctrine de la CEDEAO, seuls les chefs d'État devaient participer à cette conférence. Maintenant, quelle appréciation des travaux généraux? C'est une conférence extraordinaire pour statuer rapidement sur les situations dans les pays qui ont connu quand même des coups de force derniers temps, tels que le Mali, le Burkina Faso. Mais le Mali, quand même, c'est une situation atypique qui a connu quand même 2 coups d'État de 2020 à nos jours. Il y a d'abord eu le coup d'État en mai 2020 où le président civil Bandao présidait la destinée. Les élections devaient normalement avoir lieu le 27 février dernier. Malheureusement, en 2021, en mai précisément, il y a encore eu un second coup d'État. Et après maintenant, les Maliens demandent, les autorités maliennes demandent une transition de 5 ans. 5 ans, plus également le temps qu'ils ont passé dans l'exercice du pouvoir d'État. Donc naturellement, on vise vers presque 6 ans et quelques. C'est contraire à la doctrine de la CEDEAO. La CEDEAO donne 6 mois dans le principe. Mais conformément à sa jurisprudence, on a vu qu'il y a eu 14 mois, par exemple en 2010 au Niger. Il y a eu également 18 mois en Guinée. Ici au Burkina Faso, on a fait la transition en 1 année. Donc naturellement, au-delà d'une année, maximum 2 ans, c'est contraire à la doctrine et à la jurisprudence de la CEDEAO. On va venir dans le détail sur notamment ces points-là concernant le Mali. Moi, je reviens vers Koualaga. J'ai dit dans la forme, parce qu'on sait un peu comment ces rencontres-là se font. Mais on se dit au moins qu'il y a derrière aussi un aspect qui est bien préparé. Maintenant, pour la question malienne, par exemple, qu'on en arrive à un président qui dise bon, écoutez, je ne fais pas le déplacement, si ce n'est pas visio, il n'y a pas de problème. Et tout à l'heure, Zundi le rappelait, il a quand même fait partie Abdoulaye Dao, c'est Diop plutôt. Diop, c'est le ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il a été accompagné aussi du ministre de l'administration territoriale. Et puis, je pense qu'il y a un autre aussi des réformes de l'État. Voilà. Mais c'est une rencontre d'abord des chefs d'État. Donc, c'est un peu plus complexe. Quand vous regardez, ce n'était pas un Mali aussi qui s'est tiré un peu une balle dans le pied? Bon, on va dire qu'au regard de la situation du contexte, on peut évidemment légitimement peut-être comprendre pourquoi, surtout quand on a tenu des semaines en arrière ou des mois en arrière, un langage qui semblait aller dans le sens d'un bras de fer engagé avec la communauté internationale, mais notamment avec la CEDEAO. Mais c'est vrai qu'aussi après, il y a eu quand même quelques avancées de part et d'autre, et à la fois et dans les discours, mais aussi dans la façon de procéder, parce qu'on a vu des délégations quand même maliennes, au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où il y a des discours un peu populistes qui sont tenus à côté. Il y a eu des démarches vers la CEDEAO, il y a eu des échanges
échanges qui semblaient aller dans une dynamique de compréhension, de concession mutuelle. On a vu la dernière fois une délégation de la médiation, notamment, qui a été au Mali, où les échanges ont plutôt buté sur le nombre de mois par rapport à la transition actuelle. Donc il y avait quand même quelques avancées. Je pense que c'est un peu dans cette dynamique qu'on invite le président de la transition à effectuer un déplacement. C'est vrai que les rapports, les comptes rendus, c'est bien à un certain niveau, mais c'est au niveau des chefs d'État. Je pensais qu'il avait, à mon sens, peut-être une opportunité de pouvoir s'adresser directement, parce que quoi qu'on dise, à un certain niveau, il y a quand même des discours qui se tiennent entre chefs d'État. Comme vous l'avez dit, c'est d'abord une réunion extraordinaire des chefs d'État. Les autres, ce sont des délégations qui accompagnent. Maintenant, on peut comprendre aussi, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, qu'il se voyait peut-être dans une posture, parce qu'on connaît l'homme aussi qui c'est pas quelqu'un qui est habitué, j'allais dire, au langage, quelqu'un qui parle, donc peut-être qu'il serait mal à l'aise, sans évoquer d'autres aspects, d'autres considérations. On parle notamment de sources officielles, de questions sécuritaires. Je me disais que peut-être la fermeté qui tient en dehors de l'enceinte de l'organisation internationale quand on est dans son pays, et lorsqu'on se retrouve en face de ses pairs, on peut forcément ne pas avoir, je veux dire, de façon cohérente les mêmes propos. Je crois que c'est un peu peut-être cette gêne-là qui a fait de façon légitime qu'il refuse d'aller, parce qu'il a dit également, il a voulu intervenir par visioconférence. Je crois que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été accepté. Bon, je pense que c'était dans l'ordre normal des choses. Est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il s'est tiré une balle dans le pied? Bon, on va voir. Ce qui est sûr, avant de rentrer dans le fond, les sanctions ont été en tout cas maintenues, et la CEDEAO est dans sa logique depuis le débat. On va revenir sur le cas malien. Ce qui nous intéresse, nous, déjà, burkinabé directement, c'est bien la question burkinabé. On a vu cet ultimatum qui est donné jusqu'à jeudi. Si le président n'est pas libéré, des sanctions risquent de tomber. Je pense que c'est pas la première fois aussi qu'on demande la libération du président Roch Kaboré. C'est logique qu'on monte crescendo comme ça dans la pression. Oui, non, contrairement à certaines opinions, c'est quand on ne connaît pas le fonctionnement ou je veux dire les principes et comment est-ce que les choses se déroulent qu'on peut être surpris. On a vu que dès les premiers instants, et même avec le Mali, la Guinée, ça a été fait. On ne suit pas très bien ces premières étapes où il y a, je veux dire, quelque part, une certaine envie d'écouter les acteurs, de comprendre, de cerner le contexte, mais aussi d'écouter et de regarder les actes et les engagements qui sont pris. Donc, ce n'est pas une CEDEAO qui, dès le départ, commence à bander les muscles. Mais après, elle fait des interpellations, au-delà des sanctions principielles. Après, elle va voir un peu quels sont les différents pas qui sont annoncés, et qu'est-ce qui est posé comme acte, et un chronogramme. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, là, elle a interpellé plusieurs fois nos autorités sur la question de la libération de l'ancien chef de l'État. Je crois que ça n'a pas été fait. Et on commence à voir qu'elle commence à bander un peu les muscles. Et même dans la déclaration finale, on sent que, comme c'est fait d'habitude, elle va commencer d'abord par cibler les personnalités à titre individuel, et puis après, voilà, elle va passer à une autre étape de façon graduelle si les choses ne sont pas, je veux dire, respectées. Mais en général, l'opinion ne suit pas tous ces aspects. On intervient où on commence à s'exprimer au moment où elle commence à corser et à monter d'un certain cran supérieur, d'un niveau supérieur les sanctions de la CEDEAO. Donc au jour d'aujourd'hui, je crois que la balle est dans le camp de nos autorités, mais quand on regarde depuis le début, on sent une volonté effectivement de ne pas fait du copier-coller, en tout cas sur les contextes, au regard de nos contraintes aussi objectives, nos limites. Les situations ne sont pas les mêmes. Et comme j'ai l'habitude de le dire souvent, dans telle situation, il faut bien regarder dans l'analyse les acteurs qui sont en présence, le contexte, et aussi les facteurs qui vont à l'encontre ou qui sont avec nous. C'est objectivement qu'on va décider de voir, mais je ne suis pas sûr qu'on aille dans un scénario comme le Mali. D'accord. Zoundi, c'est clair, hein, comme le disait tout à l'heure Koualaga, c'est logique qu'on monte crescendo dans la pression, parce que quand même c'est une CEDEAO qui a besoin d'être écoutée. Ah, bien sûr, c'est le principe de l'application des sanctions de façon graduelle, là, en fonction du comportement des États. Et la CEDEAO a toujours même précisé que les sanctions peuvent toujours être revues en fonction également de la volonté politique des États d'aller véritablement dans une normalisation de la situation politique nationale. Vous savez que dans les cas d'espèce, tenant compte de la jurisprudence communautaire, la CEDEAO a joué ce même rôle auprès du Mali pour obtenir que Ibeka puisse être libéré et de bénéficier des va-et-vient entre Bamako et les Émirats arabes unis pour ses soins. La CEDEAO a joué le même rôle avec Alpha Condé et s'est même gagé à assurer son retour
après ses soins. En principe, 1 mois après. Donc la CEDEAO est bel et bien dans son rôle de donner un ultimatum au Burkina Faso en disant il faut libérer le président Roch Marc Christian Kaboré. D'ailleurs, parlant du droit positif, si nous sommes dans le registre d'un état de droit où la Constitution a été rétablie, une Constitution qui dit à son article 3 que nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi par des faits punis par la loi. Et même quand on parle de la garde à vue, c'est réglementé. Pas maximum 5 jours pour les infractions de droit commun, 25 jours maximum pour les infractions de terrorisme et 15 jours maximum pour les infractions de grand banditisme. Mais nous sommes à plus de 2 mois. Maintenant, nous ne savons pas la situation exacte. Au-delà d'être inscrits dans le cadre de l'état de droit, nous sommes plus ou moins à une situation arbitraire. Or, nous sommes dans le cadre de l'état de droit. C'est pourquoi ce système hybride entre frottement, entre régime démocratique et état d'exception, quand même, donne un sentiment de malaise. Et je pense que la CEDEAO est bel et bien dans son rôle en disant de le libérer. Maintenant, si l'État burkinabé et les autorités judiciaires estiment qu'il y a des faits à l'encontre desquels le président est poursuivi, naturellement, il appartient à la justice de s'autosaisir et de statuer sur sa question. Soit il est en mandat d'arrêt, soit il est condamné ou en prison, naturellement, mais on ne peut pas détenir une personne comme ça, sans fondement juridique, dans un état dit de droit. Je reste avec vous, vous êtes juriste et puis vous êtes aussi observateur de notre scène politique. Et quand on regarde, ça devient un vrai caillou de la chaussure pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir au Burkina. Quand on regarde, parce qu'il y avait d'abord les avocats, si ma mémoire est bonne, la semaine passée, qui disaient déjà qu'ils allaient rester en justice, je pense au niveau communautaire, ce qu'on a comme juridiction, ils ont dit qu'ils allaient rester. Il n'y a que quelques jours, on a entendu le MPP venir clairement demander qu'il soit élargi. Bon, aujourd'hui on apprend que Alassane Bala Sakandé, pas pour cette raison-là, mais pour d'autres, a été donc interpellé. Quand vous regardez, c'est vraiment un caillou dans la chaussure. Comment est-ce que moi je dis MPSR, même si on dit que dans le clair des choses, ça n'existe plus, comment est-ce qu'ils en sortent d'un point de vue communicationnel, d'un point de vue décision, sans donner l'impression qu'on ne fait qu'à un moment donné, de respecter une injonction, un ultimatum, parce qu'on n'a pas envie de se faire taper là-dessus. Parce que là aussi, communicationnellement, c'est pas toujours bon. Oui, c'est pas très bien. D'abord, du point de vue même de l'image même de la transition dans la sphère internationale, parce que nous avons ratifié des conventions, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, qui sont contenues dans le préambule de notre Constitution, qui interdisent la détention arbitraire. Et dans le cas d'espèce, si le Burkina Faso veut véritablement redorer son blason et donc faire preuve de bonne volonté comme au départ, parce qu'il faut dire que nous avons simplement été suspendus. Voilà, on n'a pas été sanctionnés à l'instar du Mali par exemple, ou de la Guinée. Nous avons été suspendus parce qu'on a estimé que nous avons une bonne volonté de retour à la normalisation. Mais dès lors qu'un ultimatum est donné à notre État a l'obligation de respecter l'ultimatum ou de subir les affres de la sanction. Or déjà, avec la situation sécuritaire, la situation humanitaire, imaginons déjà qu'avec la suspension, tous nos projets qui sont financés par la banque de la CEDEAO, la BIDC, la banque de l'investissement et du développement de la CEDEAO, par exemple, sont suspendus. Voilà. Et ça, il y a des conséquences, bien sûr, parce que ces projets, naturellement, bénéficiaient à la population. Et si à cela également viendra s'ajouter également toutes sanctions, comme le cas du Mali, où, naturellement, l'État souffre, bien sûr, à faire face à des besoins vitaux nationaux, tels que, par exemple, les engagements de l'État, le paiement des salaires, les bourses des étudiants. Ça, c'est gravissime. Et on sait également que, actuellement, avec l'impossibilité des transactions commerciales, beaucoup de personnes souffrent. Et le Burkina Faso, déjà, qui est un pays plus ou moins isolé, qui n'a pas de débouchés maritimes, si la CEDEAO bandit la menace des sanctions et les applique, naturellement, on aura des difficultés à nous en sortir. Ça, il faut le dire. C'est clair que si sanctions il y a, déjà, ça devrait d'abord cibler. Ça devrait aller comme ça. Sur les personnalités. Voilà. L'édition de voyage, gel des avoirs. Justement. Mais dans ce cas de figure, comment est-ce que ça se passe? On s'est dit, jeudi, si l'ancien président n'est pas libéré, des sanctions vont tomber. Il n'y a plus besoin de réunion. Non, il y a des applications, je veux dire qu'on va regarder, on va observer. Ça se fera de facto. Oui, on va observer, il y a un ultimatum qui est donné. J'imagine que de l'autre côté, il y a quand même un début de réflexion pour pouvoir aussi réagir. Je crois qu'il y a des canaux qui permettent, sans forcément être médiatisés, déjà, dans un premier temps, d'échanger et de part et d'autre de voir dans quelle mesure on évite. Voilà. C'est comme vous l'avez dit aussi, actuellement, c'est pas très joli, comme il l'a dit également. Quand on se retrouve dans cette situation, on se dit, si tout de suite on le libère,
c'est comme si c'était les injonctions ou l'ultimatum qui a été donné par la CEDEAO qui fait qu'on le libère, et il va se trouver une certaine opinion une fois de plus, voilà, pour tenir un certain nombre de propos, vous voyez. Ne pas le faire aussi, c'est prendre le risque justement d'aller vers ces sanctions graduelles, à commencer d'abord par les personnalités. Peut-être que ça peut, dans un premier temps, ne pas avoir, je vais dire, d'effet en tant que tel, surtout quand on voit les personnalités qui sont aujourd'hui, je vais dire, dans la gouvernance actuelle du Burkina. Peut-être que ces sanctions peuvent ne pas avoir l'impact espéré, mais après, il faut très rapidement rentrer dans les rangs, je m'excuse du terme, parce que sinon, est-ce qu'aujourd'hui, il faut se poser les questions de pourquoi est-ce qu'on est dans cette communauté. On ne se le pose pas très souvent. Nous sommes allés volontairement, c'est vrai, nous sommes allés parce que tout seuls, parce que vous tenez des discours par moment, et ça, c'est quand même dommageable qu'il y ait des propos d'un certain niveau qui parfois frisent l'incompréhension, quand on sait qu'aujourd'hui, la raison d'être de cette organisation, c'est le fait que seuls aujourd'hui, avec des États comme les nôtres, aux ressources limitées, nous n'arrivons pas à justement, quelle que soit la volonté, quelle que soit notre, je vais dire, détermination à vouloir trouver des solutions ou apporter la prospérité, le bonheur aux populations, que nous ne pouvons pas. Alors, donc c'est dire que si on va dans ce sens, il a énuméré quelques éléments, les sanctions vont être assez compliquées pour nous au niveau de la coopération, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, parlons uniquement que de l'aspect budgétaire, on sait qu'aujourd'hui, nos budgets ne sont pas forcément, je vais dire, mobilisés uniquement en interne, mais qu'on a besoin aussi souvent d'appui budgétaire de part et d'autre par nos partenaires. Donc vous imaginez qu'il y ait ces aspects dans un contexte sécuritaire très dégradé, un contexte humanitaire dont on n'a pas besoin de dire on a plus de 2 millions de personnes. C'est vrai, entre les discours et la réalité, moi je pense qu'il faut quand même parfois très froidement et lucidement réfléchir pour ne pas aller dans ce genre de confrontation, parce que les perdants en fait, ce sont les populations. Pour ces mêmes populations pour lesquelles on est en train de dire que c'est une CEDEAO qui est pour les populations, c'est justement dans cette ordre d'idée que les sanctions sont faites d'abord pour contraindre les autorités qui sont à la manœuvre de revoir les postures afin que les populations évitent. Donc les populations ne sont pas forcément, comme on le croit, la cible, je vais dire, de l'organisation internationale, sinon il n'aurait pas de sens. Et dire que ce n'est pas une organisation internationale, contrairement à ce qu'on pense dans l'opinion, sans être forcément le mandataire ou faisant l'apologie de la CEDEAO, de dire qu'en réalité, dans ce qu'elle est fait, elle n'est pas dans une démarche de combattre les États, puisqu'elle a été créée par la volonté des États pour agir sur un certain nombre de questions. Et lorsque vous êtes pris en flagrant délit sur un certain nombre de violations flagrantes, il est tout à fait normal que vous puissiez aussi subir les conséquences et revenir très rapidement dans l'ordre normal des choses, donc un retour à l'ordre constitutionnel. Et ça, c'est des choses souvent qui ne sont pas perçues, mais bon, voilà, c'est toujours bon, c'est par moment une guerre communicationnelle aussi. D'accord. Pour l'instant, quand on discute pour ce qui est du Burkina Faso, c'est la question de l'élargissement de l'ancien président Roch Kaboré. Mais il y avait une donne qui faisait aussi débat depuis la proposition des 15 jusqu'aux assises, c'est la durée de notre transition. On sait qu'à un moment donné, ça peut être abordé. Jusqu'à présent, en tout cas, ça ne l'est pas. Quand on voit un peu les périodes qui sont données, que ce soit pour le Mali ou par exemple la Guinée à laquelle on demande de donner un chronogramme clair, pour nous, on ne nous interroge pas encore là-dessus. Est-ce que sur les 36 mois, ça peut faire objet, vous pensez, à un moment donné aussi de discussion? Je vais commencer par la durée de la transition a fait l'objet d'une mention. Ah oui. Voilà. Voilà. On nous a demandé de traduire une transition acceptable. Voilà. Acceptable, naturellement. Ils sont encore légers. Ouais. Oui, ils sont encore légers. Voilà, mais naturellement, ça sera en phase avec la jurisprudence de la CEDEAO. Et tout à l'heure, j'ai rappelé la doctrine qui dit le principe, c'est 6 mois. Exceptionnellement, on a vu que la jurisprudence communautaire, ça tourne entre 10 mois et 18 mois au maximum, pas plus. Voilà, donc, 36 mois, naturellement, quand déjà on parle de transition acceptable, on reste en phase avec la doctrine, les principes, la jurisprudence de la CEDEAO. Et parlant également de la question du chef de l'État, vous savez que le traité de la CEDEAO à son article 4 a pour rôle de garantir le respect des droits de l'homme dans les pays membres de la CEDEAO, de garantir également le respect également du système démocratique. Voilà. Quand on parle de démocratie, c'est la gestion du pouvoir par les autorités civiles légalement élues. Et quand on parle de droits de l'homme également, c'est l'interdiction également des détentions arbitraires. Donc la CEDEAO est bel et bien dans ce rôle. En matière démocratique, elle a fait ses preuves. En 2007, en 2008, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Niger, Gambie. Et actuellement, elle a encore du pain sur la planche avec ces 3 États.
Donc la CEDEAO n'est pas aussi mauvaise que ça. Même si je suis d'accord qu'il faut revoir le traité, instaurer le principe également de l'interdiction également de la modification de la Constitution dans le but de se perpétuer au pouvoir. Voilà. Alors que, du point de vue formel, le président modifier la Constitution pour rester au pouvoir, c'est pas loin également de putsch constitutionnel. Donc je suis d'accord qu'il faut revoir la doctrine de la CEDEAO, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai que tout cela aussi est chrysogène, comme je le rappelle, et c'est assez pertinent que de le dire. Moi je reviens toujours sur la question de la durée. Autant ça allait crescendo sur la question de libération de l'ancien président, on pourrait aussi revenir sur la question de la durée de notre transition de façon plus abrupte. Ah oui, moi je pense que c'est ça qu'il faut regarder aussi. En général, on ne regarde pas ce processus-là. On voit, après, vous faites bien de le mentionner, vous voyez que c'est dit, mais de façon très subtile. C'est dit de proposer un calendrier, il y a eu des missions. Ce n'est pas resté statique. Après les 36 mois qui ont été proposés, il y a une délégation qui est venue, qui a rencontré les autorités, qui ont échangé. Donc, en prélude justement à la rencontre qui devait se tenir, donc ils ont fait un compte rendu au chef d'État. Et au regard du contexte particulier du Burkina, au regard de l'engagement certainement pris par les acteurs, notamment les acteurs de la transition, c'est sûr que le compte rendu qui a été fait au chef d'État leur a mené peut-être, je peux présager qu'il y a de bonnes intentions, de la bonne foi, jusqu'à présent, de respecter des engagements. Donc c'est sur cette base-là que, vous voyez, quand on dit de proposer un calendrier raisonnable, c'est une invite à revenir très rapidement et à tenir compte du fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas, c'est vrai qu'on a le cas du Mali, le cas de la Guinée, d'autres États également, c'est de le faire de façon très subtile. Ah oui, c'est-à-dire, ça il ne faut pas se leurrer. C'est à nous de comprendre entre les lignes de façon très subtile et très diplomatiquement. Quand on nous demande de proposer un calendrier assez raisonnable, il faut s'attendre à ce que on revoit, ça peut forcément ne pas plaire, mais c'est entre les lignes ce qui est fait comme, j'allais dire, injonction en griffe, parce que c'est encore très subtil. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, d'engager, de négocier. Et de toute façon, à mon avis personnel, je vais dire, ces réformes qui doivent être entreprises, comme je l'ai dit d'habitude, sur certains aspects, on peut commencer des réformes et puis on peut les achever. C'est-à-dire, ce n'est pas... Oui, mais là aussi, je crois aussi qu'une transition, ce n'est pas pour une transition. C'est bien parce qu'il y avait des problèmes que ces pays-là se retrouvent dans ces situations-là. Et puis, il y a la question des contextes. Le contexte guinéen, par exemple, n'est pas celui malien. Le contexte malien n'est pas celui burkinabé. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui manque un peu chez cette CEDEAO? Mais ce qu'on ne vous dit pas aussi, vous avez parlé tout à l'heure de coopération. Vous savez, à partir du moment où vous êtes dans une transition de 3 ans, déjà, quand vous rentrez dans une transition, au niveau de la coopération internationale avec certains États, il y a des restrictions. Il a dit à mi-mot sur un certain nombre d'appuis, de coopération. Et ça, c'est pas fait pour aider le pays. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Il y a un certain nombre de projets aujourd'hui qui sont à l'arrêt. Et il y a des activités qui devaient être menées dont les financements sont bloqués. Vous comprenez? Et qui ne sont pas forcément des États membres de la CEDEAO, mais qui sont d'autres partenaires qui, par ricochet, endossent les sanctions qui vont être prises par la CEDEAO. Et lorsque vous êtes dans une période de transition qui est une période, je ne dis pas normale, vous allez aussi quelque part subir les conséquences indirectement avec un certain nombre de partenaires. Et c'est pour ne pas justement que le pays soit dans une certaine situation de léthargie, qu'elle ne soit pas dans une situation où il n'arrive pas à exécuter un certain nombre de projets ou d'activités pour le bonheur ou pour, je vais dire, comment on appelle, sortir des populations d'une certaine difficulté, que la CEDEAO a intérêt justement à amener, parce qu'elle le sait très bien, ses partenaires qui sont, j'allais dire comme ça, entre griffes, les États membres, à abréger les transitions de sorte que les choses reprennent très rapidement. Donc souvent, c'est pas aussi expliqué, et on a l'impression que c'est durée pour durer. Vous faites 3 ans, c'est sûr que sur les 3 ans, vous allez avoir beaucoup de restrictions sur ce nombre de choses. Oui, mais il y a ce procès-là, je vous dis, qu'on fait aussi à cette CEDEAO, même de la partie malienne qui dit, il y a le contexte de certains pays qui ne sont pas pris en compte, notamment celui malien qui parle de la question sécuritaire. Il faut après, pour venir à un ordre normal, organiser des élections. Ça se fait avec sécuriser une bonne partie quand même de son territoire. Vous savez, quand j'entends souvent parler de contexte ou bien j'entends parler de la restauration de la sécurité, ça me fait souvent sourire. Pourquoi? C'est vrai, les contextes ne sont pas les mêmes, mais un dénominateur commun. La prise de pouvoir par les armes. Dans les 3 cas, Burkina Faso, Mali, Guinée. En Guinée, c'est le mandat de trop qui était l'élément déclencheur. Au Mali, l'élément fondamental, c'est la question sécuritaire, ici comme au Burkina. Mais pourtant,
ces mêmes qui ont pris le pouvoir politique étaient les mêmes également qui géraient également le pouvoir militaire, ceux également qui étaient au front. Voilà. Donc, invoquer le fait de dire qu'on va restaurer la sécurité de façon permanente, primo. Et aucun État ne peut dire qu'il peut restaurer la sécurité dans un délai prescrit. Un État qui le dit, c'est un État démagogique. Et je l'assume. Parce que la question sécuritaire est une conquête perpétuelle. Et même les grandes puissances doivent toujours adapter les situations militaires, politiques militaires à la question, à la donne sécuritaire. Aucun État ne peut dire, moi je me donne 2 ans, 3 ans, je mets fin à l'insécurité. Non. L'État est une continuation. Si c'est le motif invoqué, naturellement, si dans 2 ans, 3 ans, la question sécuritaire, d'ailleurs la CEDEAO a dit que les autorités actuelles peinent à restaurer la sécurité. Donc ça veut dire, dans 3 ans, s'il n'y a pas de sécurité, nous allons demander naturellement une moratoire ou... Non, une prolongation de la transition, parce qu'il y a encore une urgence sécuritaire. Ah non, c'est l'argument qui a été développé par Mamadou Tchandia en son temps pour dire qu'il avait des chantiers à terminer. Les chantiers sont continus et continuels dans un État. Et l'État est une continuité. Donc cet argument, d'un point de vue non, et c'est contraire bien sûr à la CEDEAO. C'est nous qui avons élu nos chefs d'État et c'est nous qui les avons donné mandat d'aller créer une conférence pour faire respecter certains principes. Et ces principes, c'est le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie, la sécurité des États. Et la CEDEAO est bel et bien dans ce rôle, même si je suis d'accord qu'il faut revoir le traité, il faut revoir la doctrine également pour prendre en compte également certains aspects tels que la modification de la Constitution pour se perpétuer au pouvoir. Sur la question malienne, je vais rester avec vous, Zoundi. On a vu quand même qu'il y avait cette décision-là de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire de Ouest africaine, donc UEMOA, qui avait décidé de suspendre les sanctions contre le pays. Ils ont parlé de dossiers acceptables dans la forme, mais on voit que les sanctions, elles sont maintenues. Comment se l'expliquer? Est-ce que c'est une cour qui n'a pas été entendue? Comment ça s'explique? Il faut dire que dans le cas d'espèce, c'est une décision par la procédure d'urgence, la procédure de référé. Le référé, c'est-à-dire quoi? Le président a des compétences, vu l'urgence, de pouvoir statuer des questions urgentes sans aller au fond. Voilà. Et quand on regarde la décision de l'UEMOA, la décision a repris simplement les arguments développés par l'État malien en disant que la situation risque de porter atteinte aux intérêts de l'État et conduire à des situations irréparables si, au fond, ces décisions sont annulées. Et la décision a dit, si au fond c'est annulé et que ça crée un préjudice à l'État malien qu'on ne peut pas réparer, je pense qu'il serait prudent qu'on suspende les sanctions en attendant la décision au fond. On a vu que le lendemain, la CEDEAO n'est pas allée dans le même sens et a maintenu le principe des sanctions. Donc la décision de référé, c'est des décisions conférées au président de la Cour qui peut statuer sur des questions urgentes sans aller au fond. Donc on peut également comprendre que tous les éléments n'ont pas été bien appréciés. C'est pourquoi naturellement la CEDEAO naturellement n'est pas allée dans le sens autant pour moi de l'UEMOA et a maintenu le principe des sanctions contre l'État malien. Ce qui était vécu par les Maliens comme une petite victoire d'étape, mais bon, la désillusion, c'est les chefs d'État qui l'apportent en termes de coup de massue. Moi, j'emploie justement le terme coup de massue, parce que quoi qu'on dise, c'est un Mali qui est en train d'être asphyxié. Tout à l'heure, vous disiez, ce n'est pas contre les populations que ces décisions sont prises, et pourtant, ce sont les Maliens qui en subissent le contre-coup. Et voilà pourquoi aussi, quelquefois, il y a une CEDEAO des chefs d'État que l'on trouve très distante de celle des peuples. Est-ce que ça ne met pas, avec ces sanctions-là, ça ne met pas encore cette CEDEAO des chefs d'État-là dans cette distance-là? Mais moi, je dis souvent aussi qu'on peut voir aussi à contrario. C'est-à-dire que si on est soucieux du bien-être de ces populations, on ne peut pas, je vais dire de façon, s'engager à prendre, je m'excuse du terme, en otage aussi ces populations. Comme on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, si on part sur la base des principes, aux engagements pris, évidemment, on lucidement, on mesure, on regarde l'impact qu'on a aussi. Je ne suis pas sûr que quand on vous interrogez une certaine opinion, c'est vrai que entre ce qui est tenu comme discours et ce que vivent ceux qui sont les vrais acteurs, qui sont, je parle notamment, quand je parle des vrais acteurs, je parle par exemple des opérateurs économiques, je parle d'un certain nombre de populations qui vivent d'un certain nombre de projets, je parle par exemple de relations entre
certains partenaires d'affaires. Je parle d'un certain nombre de réunions. Je disais il y a quelque temps qu'on avait des partenaires avec lesquels on travaillait, des acteurs de la société civile malienne, qui ne peuvent pas effectuer des déplacements parce que aujourd'hui les pays sont sous le coup des sanctions. Et vous voyez qu'on peut multiplier autant d'exemples pour dire jusqu'à quel point que par moment on aborde la question de façon un peu très superficielle en ne voyant peut-être pas les conséquences réelles que un certain nombre d'acteurs subissent. Donc on peut aussi, dans l'autre sens, sans forcément dire que ce qui est fait, parce que je crois que l'objectif principal de la CEDEAO, je le répète, ce n'est pas d'asphyxier les populations, c'est beaucoup plus de mettre la pression sur les autorités pour qu'on revienne à un ordre constitutionnel très rapidement. Donc on peut voir dans les deux sens. On peut voir dans les deux sens. Est-ce que aussi ceux qui sont à la manœuvre tiennent compte aussi des souffrances des populations? On peut se poser aussi légitimement cette question. Mais en attendant, c'est une CEDEAO qui devient moins populaire. Déjà qu'elle ne l'était pas tant. Je parle de la CEDEAO des chefs d'État. Il y a bientôt au Mali, par exemple, c'est le carême musulman. Il se disait il devrait y avoir peut-être un peu plus d'indulgence. On connaît la période et ce que cela demande en termes de dépenses et puis même au niveau général des prix qui grimpent très souvent. Et là, c'est un Mali qui sera encore plus asphyxié. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est aujourd'hui la grande question qu'on se pose. Ah oui, c'est une très belle question. Comment le Mali va s'en sortir? Et déjà, même il faut dire que la situation au Mali, c'est important de le rappeler, de nos jours, nous vivons dans un monde globalisé. Voilà, on parle de l'UEMOA, on parle de la CEDEAO, on parle de l'Union africaine, on parle de l'Union européenne, on parle de l'ONU, parce qu'aucun État ne peut vivre dans l'isolationnisme. Quand on commence même d'abord à travers les sanctions ciblées des autorités de l'État, naturellement, ça porte un préjudice aux intérêts de l'État parce que les autorités doivent se déplacer, aller signer des conventions, aller négocier des projets, aller négocier des financements au profit des États, par ricochet au profit des populations. Mais si il y a une interdiction de voyager des chefs d'État, comment peut-il faire? Si les gels et avoirs sont gelés, comment peut-il faire pour se déplacer même d'ailleurs? Vous avez vu qu'également, il y a des conséquences également du point de vue, au-delà même des États et de la population, il y a des conséquences également du point de vue même des États de la CEDEAO. Par exemple, le cas du Mali, par exemple, on dit le port du Sénégal à 50% fonctionnait également à travers également les importations qui se faisaient également à travers l'État malien et le peuple malien. Mais dès lors que, à travers les sanctions également, il y a l'interdiction de coopération entre les États, difficilement ça porte un préjudice également aux personnes naturellement qui naturellement effectuaient également ces va-et-vient commerciaux dans l'intérêt également de leur famille, l'intérêt de la société, l'intérêt du pays de façon générale. Et enfin, nous pensons également que de nos jours, aucun État vraiment n'a intérêt à engager un bras de fer avec la communauté internationale. Tous les États qui les ont engagés finiront par devenir impopulaires parce qu'ils auront du mal à faire face aux urgences socio-économiques de la population qui risquent naturellement de se retourner contre ces mêmes autorités. Donc, dans le cas d'espèce, il faut être lucide et ne pas tomber dans le populisme. C'est important. Mais justement, et ça sera pour le cas malien la dernière question. On avait l'impression qu'il semblerait que des justes milieux auraient pu être trouvés. La dernière fois, ils étaient quand même descendus jusqu'à 2 ans de propositions. Oui, 2 ans, après avoir fait 2 ans. Oui, après avoir fait 2 ans, mais ils ont proposé 2 ans. La CEDEAO dit non, 1 an, 6 mois. Ah oui. Mais pour 6 mois, on n'est pas un peu chiche? C'est pas pour 6 mois. Mais je pense qu'il faut avoir une lecture générale, pas avoir une lecture partielle. Ils ont déjà fait 2 ans à partir du coup d'État de mai 2020. Donc nous sommes déjà à 2 ans. On demande encore 2 ans, 4 ans. Mais ce sera une première. Et ce qui est dangereux, il ne faut pas créer un précédent. Vous savez, nos États africains, depuis les indépendances, ont connu des multitudes de coups d'État. De Burkina Faso est un exemple. Est-ce que nous sommes un pays développé? Si, de nos jours, c'est la puissance du fait que conquiert le pouvoir, si ne soyez pas étonnés que naturellement des rébellions émergent par-ci par-là, financées par des hommes qui pensent que non, pour avoir le pouvoir, il ne faut pas avoir un projet politique, il ne faut pas avoir un programme politique, mais il faut avoir la puissance du feu. Et c'est le cas par exemple du Tchad, qui de nos jours naturellement continue à faire face à une rébellion. Voilà, c'est une rébellion qui a cherché Hissène Habré, c'est une rébellion qui a cherché Idriss Déby, et Déby est même tombé dans une rébellion, et son fils fait toujours face à une rébellion. Et ça, c'est dangereux. Donc je pense que vraiment, les régimes d'exception issus de coups d'État sont des étapes qui sont révolues. Il faut tourner la page vers une démocratie véritable. Une démocratie qu'il faut repenser également en tenant compte du contexte africain et des désidératas également des peuples africains de mon point de vue. J'allais permettre un dernier tour de table, mais ça
j'allais maintenant être sur la Guinée. Parce que la Guinée, quand même, on n'en a pas parlé. Un dernier petit mot sur la fermeté de la CEDEAO, parce qu'on a dit, vous avez parlé d'une CEDEAO impopulaire. Ça, c'est au sein de l'opinion. Mais je pense que à côté, c'est la réponse qu'elle donne aussi, en faisant dans la fermeté et jouant sa crédibilité. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut regarder, parce que si vous dites d'un côté qu'elle est impopulaire, que c'est une CEDEAO, je veux dire, pour les chefs d'État, et qu'elle n'arrive pas à poser d'actes, alors que en termes de communauté économique régionale, ça a été prouvé que jusqu'à présent, c'est la CEDEAO qui est l'organisation la plus aboutie. Elle a quand même quelques défaillances, elle a quelques insuffisances, j'allais dire plutôt, elle gagnerait plutôt à maintenir dans cette dynamique, mais en faisant aussi dans la fermeté, c'est cela qui va lui donner, qui va redorer son blason vis-à-vis des populations. Mais une fermeté à géométrie variable, se poursuit par les syndicats des chefs d'État, lorsque ça concerne souvent quelques-uns d'entre eux. Tout à l'heure, il parlait des troisième mandats et autres. C'est vrai qu'il faut faire le pas de pouvoir les mettre dans nos textes, et ça, on a l'impression que là-dessus ne veulent pas. Le troisième mandat, à moins qu'il y ait les réformes sont en cours pour qu'elles puissent aboutir justement pour prendre en compte, parce qu'en l'état, 6 mois avant, la CEDEAO peut interdire, mais avant, actuellement, les textes de la CEDEAO ne lui permettent pas justement d'éviter que les présidents, par des tours de passe-passe magiques, arrivent à trouver les failles pour intervenir à ce moment. Elle est impuissante. Elle veut bien, mais elle est impuissante. Ça aussi, il faut le dire. Oui, mais les 6 mois, les réformes aujourd'hui, il y a un certain nombre de... 6 mois montrent les limites. Je veux dire, lorsque on a des situations qui sont chrysogènes, qu'elles sont identifiées telles, on adapte les textes à cela. Et c'est peut-être aussi le procès qu'on fait à cette CEDEAO aujourd'hui. Et comme je le disais, il y a des réformes en cours, et c'est justement des dirigeants, des chefs d'État, ça je vous donne raison, qui font du blocage justement pour permettre à cette CEDEAO de prendre en compte. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut aussi inverser la question. Quels dirigeants nous voulons pour pouvoir justement prendre en compte ce changement au niveau de la CEDEAO pour qu'elle soit une CEDEAO plus forte et plus proche des populations. Dernier tour d'étape, j'avais dit, la Guinée, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on a l'impression que le Mali et le Burkina partagent en tout cas beaucoup de réalités ensemble, mais quand on prend le cas guinéen, il est bien plus particulier. Et quand on regarde, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est difficile pour eux d'avoir un calendrier, ils ne font pas face à la même réalité sécuritaire et tout. Même pour mettre les assises, ils ont pris tout le temps. Il y a une envie de ne pas tenir compte de la CEDEAO. Il y a une Guinée qui n'en a qu'une. Quelle impression vous avez? Mais déjà que les causes ne sont peut-être pas les mêmes. On sait que si pour le Burkina et le Mali, c'est le contexte sécuritaire qui a été l'élément qui est mis en avant. Pour la Guinée, on sait que c'est le mandat de trop. Hein. On sait que c'est une question de gouvernance. Et puis, bon, effectivement, comme je l'ai dit, chaque fois quand on fait l'analyse, les contextes et les facteurs et les enjeux sont analysés au cas par cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'impression, il y a justement la Guinée qui a répondu à la CEDEAO pour dire qu'elle est en train de mener un certain nombre d'activités et qu'elle, à la limite, mais il ne faut pas être surpris que pour le moment, elle semble être attentiste et que dans les jours à venir, parce que vous avez vu qu'elle est montée, la CEDEAO est montée d'un cran par rapport à la Guinée, en demandant maintenant, avant d'arriver sur le Burkina, qu'elle propose avec un délai, je pense, si je ne me trompe, un calendrier assez clair pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, il ne faut pas être surpris que dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, que les choses aussi de ce côté-là puissent bouger et que ça ressemble un peu au cas du Mali où on va commencer par prendre beaucoup plus de sanctions. Tout ça, c'est pour dire que, contrairement, je reste dans ce que je disais depuis le début, on peut penser que c'est des choses qui sont faites comme de l'acharnement, contrairement à ce qu'on dit ailleurs, mais que les choses sont faites minutieusement. Évidemment, il y a des limites, il y a des insuffisances, mais il faut aider notre communauté internationale, plutôt la CEDEAO, à aller dans le sens effectivement d'avoir des réformes beaucoup plus abouties qui permettent de prendre en compte toutes ces insuffisances et toutes ces questions-là pour qu'on ait un espace communautaire qui est envié par les autres. Parce que sur un certain nombre d'aspects, je pense qu'on a fait beaucoup d'avancées. Donc ce n'est pas à nous, je suis de ceux qui pensent qu'il faut détruire ce qu'on a eu comme acquis quand même. Il a relevé aussi à un moment donné beaucoup de choses ont fait dans certains pays. Et ça, on l'oublie très souvent. La Guinée, est-ce qu'elle est vraiment sensible? Quand on regarde, je pense qu'il y a eu des gels déjà. Et maintenant, ce qui est en termes d'enjeu, c'est que le gouvernement et même le CNT puissent être ciblés. Mais est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Espérons qu'ils soient sensibles parce que vraiment, sa question sur la bonne volonté et la volonté réelle de ces autorités de la transition en Guinée. Au départ, depuis 2021 jusqu'à nos jours, depuis le coup de force, on ne voit pas véritablement une marche franche
vers la volonté de retour à une situation normale. Déjà, de point de vue géopolitique, on voit qu'elle s'engage à soutenir les pays tels que le Mali voilà, qui ont connu un coup d'État comme eux. Et naturellement, dans quel dessein, naturellement. Ils ont ouvert un couloir d'ailleurs. Tout à fait. Et, naturellement, espérons, ils ont dit qu'ils sont venus balayer la maison. Espérons qu'ils ne feront pas comme Robert Gay, en Côte d'Ivoire, qui est venu balayer la maison et qui s'est installé confortablement. Malheureusement, on a vu comment il a terminé. En Guinée, la question principale, c'est la question de la durée de la transition. Et ce qui inquiète, c'est que le président de la transition guinéenne dit qu'il n'attend pas se faire dicter par qui que ce soit. Et ça, c'est grave. Mais vous ne vivez pas dans la planète Mars. Vous vivez dans un espace organisé où il y a des principes et une doctrine à respecter. On vous dit, donnez un calendrier clair. Le calendrier clair, finalement, il dit, oui, la durée de la transition sera décidée entre le CND et le peuple. Le peuple, c'est qui? Ou les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation, c'est qui? On vous demande clairement, faites un calendrier. Donc déjà, je pense qu'avec cette pression, on va véritablement savoir où les autorités de la transition guinéenne veulent véritablement aller. S'ils ont la volonté politique vraiment d'aller à un retour à un ordre constitutionnel normal, ou bien ils sont venus également jouir du pouvoir, et le pouvoir est très bon, donc on ne veut pas quitter aussi facilement. Donc on attend de voir. En tout cas, une actualité qu'on va toujours suivre et observer, des ultimatums pour le Burkina et la Guinée, et puis des sanctions qui sont maintenues pour le Mali. Merci bien, Wilfried Zoundi, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes juriste. Je dis aussi merci à Omarou Paul Koualaga. Merci d'être passé. Vous êtes diplomate de formation, directeur de l'Institut de stratégie et de relations internationales ISRI. On va nous continuer ce JDS, journal du dimanche au soir, avec une autre rubrique, celle économie. La société Bankungu Distribution SARL a procédé à l'inauguration de son showroom. C'était hier samedi 26 mars 2022 à Ouagadougou et dans les locaux d'un bâtiment R+4 situé au quartier zone 1. Bankungu Distribution propose à sa clientèle plusieurs types de machines et de moyens roulants. Il s'agit d'engins lourds et légers destinés au secteur du génie civil, des mines et des carrières. Bachirou Bankungu, fils de Mahamadou Bankungu, PDG du groupe Ebomaf, sur les traces de son père et de sa sœur aînée. Il vient d'ouvrir dans la ville de Ouagadougou les portes du showroom de son entreprise Bankungu Distribution, déjà installée au Togo. Une nouvelle société qui met à la disposition des sociétés minières et celles évoluant dans le domaine du génie civil divers matériels. Il s'agit d'engins lourds, de véhicules et de pièces détachées. On peut citer entre autres des caterpillars, des pelles hydrauliques, nivelleuses, compacteurs, dampeurs, tracteurs, citernes, grues, bétonnières, camions plateaux, groupes électrogènes, des pick-up, tous en location et aussi en vente. On a également d'autres véhicules de transport, de tourisme, des services aux besoins. Il y a des Range Rover, des Toyota Prado, des Dodge, des Fiat et des Peugeot. Bankungu Distribution est une société qui pèse 50 milliards de francs CFA, selon le parrain de cette cérémonie d'inauguration, qui n'est autre que le PDG du groupe Ebomaf. Une fierté pour Mahamadou Bankungu qui a saisi cette opportunité pour prodiguer des conseils à ses enfants qui ont emboîté ses pas dans le monde des affaires. Je voudrais, mes enfants, vous remercier pour votre promptitude à adopter le pas de votre papa sur la voie de la lutte pour la survie. Je voudrais vous dire que seul le travail paye et que tout le reste ne paye pas et ne vous donnera pas satisfaction dans cette vie. En plus de ces conseils, Mahamadou Bankungu promet accompagner son fils dans l'atteinte des objectifs de cette nouvelle société. Notons que Bankungu Distribution emploie directement à ses jours 120 personnes de plusieurs nationalités. Retour sur ce plateau, on est de plein pied dans la partie économie et comme il est de coutume dans cet espace économie, on reçoit David Nana. Bonsoir.
Bonsoir M. Va, c'est toujours un plaisir d'être sur votre magnifique plateau. Plaisir partagé. On a vu l'un des chefs et des champions, on va dire comme ça, de notre économie burkinabé, et même ailleurs, on dira comme ça, qui vient d'étendre encore et de diversifier son action et sa présence. Mais cette fois-ci, c'est pas lui. Il le dit, c'est son fils. Mais c'est quand même un empire. L'un dans l'autre, c'est une filiale, comme ça a été dit également dans le reportage ou encore lorsque on effectuait cette inauguration. Donc c'est toujours dans le groupe Ebomaf et on pourrait dire que l'entreprise a grandi davantage et puis fait ce qu'on appelle la diversification, c'est-à-dire c'est pas fait de façon fortuite, on regarde aussi par rapport à nos besoins, par rapport à nos fournisseurs, ce qu'on demande, et on essaie de combler peut-être ce gap-là et puis essayer de récupérer certaines dépenses aussi. Non, mais c'est aujourd'hui quand on parle de Ebomaf, on parle de c'est vraiment un empire. C'est au Burkina, c'est un peu déjà même en Côte d'Ivoire, en Guinée, et ça ne finit pas. Tout à fait. Et comme vous faites si bien de le dire, c'est un empire. On a pu le constater lors de l'inauguration, notamment lorsque les journalistes sont revenus sur la question de savoir si l'homme était prêt à s'engager en politique. Il répondait en disant qu'il est déjà à la tête d'un État privé, si bien qu'il se voyait mal encore en train de prendre. Ça nous a amené à faire quelques recherches. On s'est rendu compte que l'État le moins peuplé au monde, c'était le Vatican, suivi du Nauru en Océanie. Le Vatican, c'est 800 personnes. Le Nauru, c'est un peu plus de 9000 personnes, mais le groupe Ebomaf aujourd'hui, c'est 5000 salariés. Donc on n'est pas si loin et il n'a pas tout à fait tort. Donc c'est dit que vous choisissez juste les mots. C'est vraiment un empire qui s'agrandit au jour le jour. Et aujourd'hui, Ebomaf fait partie des groupes sur lesquels il faut compter en matière de construction. Vous savez que c'est un enjeu majeur pour l'Afrique de l'Ouest. Tout récemment, on l'a vu sur plusieurs chantiers, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo et bien d'autres pays. Et c'est dit que c'est une entreprise qui compte en termes de chiffres aussi. Voilà. D'accord. On devrait nous entretenir sur la note trimestrielle, sur les statistiques du commerce extérieur. Il est élaboré tous les 3 mois par le service des statistiques d'entreprise et du commerce, c'est qu'on a abrégé, et on devrait discuter avec le directeur des statistiques et des synthèses économiques. Tout à fait. Mais on ne l'aura pas pour maintenant. Question de santé de famille, à la dernière minute, l'homme n'a pas pu être là pour répondre à nos différentes questions. D'accord. Mais déjà, on l'a parcouru quand même, ce rapport-là, qui est trimestriel. Donc, on l'a 4 fois. Donc, l'année, qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour le dernier, celui de 2021? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, comme on peut le constater lorsque vous parcourez ce document. De façon structurelle, notre balance commerciale, elle a toujours été déficitaire, et ce depuis 2009. Et puis, ce qu'il faut retenir de ce document, c'est que ça permet d'avoir un tableau de bord sur ce qui concerne nos relations avec l'extérieur, c'est-à-dire en matière de commerce extérieur. Vous savez que le principe du commerce extérieur veut que chacun se spécialise dans ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire là où son efficacité est assez grande, et puis comme ça, il pourra exporter son supplément, c'est-à-dire son excédent en termes de commerce extérieur. Mais pour des économies comme les nôtres, c'est une balance commerciale qui est déficitaire. Cela signifie que on importe plus qu'on exporte. Et donc, mais bon, ce n'est pas toujours aussi, faut pas toujours le voir aussi au point négatif, c'est de voir également l'accroissement, parce que ce qui ressort aussi de ce quatrième-là, de ce rapport de ce 4e trimestre, c'est qu'on a quand même un excédent en termes d'exportation, mais aussi en termes d'importation. D'accord, mais on aura plus de détails dans tous les cas avec le directeur des statistiques qu'on devrait donc recevoir, directeur des statistiques et des synthèses économiques. Et on espère que côté santé, ça se fera plus vite et que nous pourrons le recevoir sur ce plateau. En tout cas, merci bien David Nana. Si vous permettez, je voudrais peut-être revenir un peu sur, parce qu'on a pris un peu le soin d'étudier ce rapport-là. Et ce qui est le plus frappant, on retient que l'or apparaît comme le principal produit d'exportation du Burkina Faso, avec un peu plus de 78% en termes de quantité d'exportation de notre pays, suivi par le coton qui se retrouve avec environ 8,6%. Donc c'est dire encore que l'activité aurifère au Burkina Faso a une place assez importante dans notre pays. Et nous avons essayé de fouiller aussi le document pour essayer de comprendre davantage quelles sont nos relations avec l'extérieur. Il ressort d'ailleurs, à l'instar depuis un certain temps déjà, que la Suisse apparaît comme notre principal client, notre principale destination en termes d'exportation
d'exportation. C'est-à-dire que c'est le premier pays qui arrive en termes d'exportation du Burkina Faso. Et dans ce pays, ce que nous exportons essentiellement, c'est l'or et le coton, suivi aussi de la Côte d'Ivoire, le Ghana et puis également des pays comme le Bénin en Afrique de l'Ouest. Et puis on s'est intéressé aussi à l'importation. Il ressort que notre principal fournisseur en matière d'importation, c'est la Chine, comme on peut s'y attendre, avec un certain nombre de produits, notamment le pétrole, les produits pétroliers. On a aussi en ce qui concerne la télécommunication. Et ça fait bien, on a parlé tout à l'heure d'Embomaf, parce qu'effectivement en matière d'importation, nous importons beaucoup en termes de véhicules à moteur. Et donc c'est dit que lorsque cette filiale s'ouvre au Burkina Faso, ça crée une certaine compétitivité et ça pourrait donc réduire un peu les tracasseries pour pouvoir importer ces genres de produits-là. C'est ce que nous retenons de façon générale en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce rapport qui a été fourni par l'INSD. D'accord. Et dont on aura peut-être beaucoup plus de détails. Tout à fait. Lorsqu'on aura une bonne fois notre invité. Ceci dit, merci bien David Nana d'avoir apporté cet éclairage et puis ces infos. En tout cas, on vous retrouvera sûrement dimanche prochain pour d'autres analyses, évidemment avec des invités à recevoir ici. C'est nous qui vous disons merci pour nous avoir invités. C'est un plaisir. On va terminer avec la dernière rubrique de ce JDS, c'est la rubrique sport. Pour cette dernière partie sport, on va parler football avec la Ligue 1 Lonabé. On va parler aussi surtout karaté-do, puisqu'il y a eu ce championnat des petites catégories de karaté-do. 350 participants venus de toutes les ligues et clubs affiliés. Mais on va d'abord vous partager ces images-là. C'était aujourd'hui même. AS Sonabel RCK, Racing Club du Kadiogo. Comme vous le voyez, ce sont les buts de cette rencontre-là. Le score final, il a été de 2-1 et ce pour évidemment l'AS Sonabel si mes chiffres sont bons. Et je vous propose d'ailleurs à présent d'écouter Mamadi Bagré de l'AS Sonabel et Saïdou Savadogo du RCK. Ce soir, on s'est fait prendre par des erreurs, parce que le football, c'est comme un jeu d'échecs. Nous avons commis des erreurs défensives très graves ce soir, qui nous ont rapidement mis dans une situation inconfortable, où il fallait vraiment pousser et chercher à marquer ce premier but qui allait nous donner l'espoir. Mais malheureusement, ce premier but est venu, mais très tard, suffisamment tard. On a poussé, comme vous l'avez dit, mais on n'a pas su marquer, on n'a pas pu marquer. Malheureusement, on concède une défaite qui fait très mal. Les occasions qu'on a eues dans la surface de réparation, Dieu merci, et l'efficacité à marquer, à jouer. Les enfants ont mis le ballon dans les filets 2 fois et vous avez vu que tout n'était pas rose. Et dans les dernières minutes, les lignes étaient étirées par moment et vous avez vu que l'adversaire a failli revenir au score. Mais il a fallu vraiment faire des changements et puis pour booster un peu le milieu et puis avoir un peu de souffle pour pouvoir jouer. C'est ce qui nous a permis d'avoir ce score-là ce soir. Ce soir, on s'est fait. Ligue 1 Lonabé, donc, cette victoire ce soir même du RCK, 2-1 face à l'AS Sonabel. Sur ce plateau avec moi, comme chaque dimanche pour parler sport, Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy Va. Bonsoir aux téléspectateurs de Tru TV. En tout cas, c'est un plaisir partagé, en tout cas d'être sur ce plateau. Plaisir partagé. On va parler tout à l'heure karaté-do. Je m'en vais déjà vous poser quelques questions, toujours sur... je sais que vous aurez des éléments à nous donner sur la Ligue 1 Lonabé, mais on a eu quand même... avec nos étalons, la petite rencontre, 5-0, la pilule n'est pas bien passée. Qu'est-ce que vous retenez de cela? C'est vrai que c'est un match amical aussi. Tout le monde a descendu l'équipe, on a même descendu l'entraîneur intérimaire. Claude Romba a retenu quoi? Parce que depuis, on ne s'était pas encore vu. Tout à fait, moi je pense qu'il faut vite oublier ce match. C'est vrai que 5-0, c'est assez lourd comme score quand même, parce qu'il y a longtemps que le Burkina n'avait plus perdu sur ce score-là. Je me rappelle, la dernière défaite du Burkina sur un score aussi lourd, c'était contre la Côte d'Ivoire, ça c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, 5-0 à Abidjan. Donc je pense qu'il y a très 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 longtemps, depuis 2009 on peut le dire, donc c'est assez lourd quand même, 5-0. Mais je pense que ça
ça résume un peu l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe des étalons, parce que quoi qu'on dise, après le retour de la CAN n'a pas été une occasion de gérer sereinement la situation, parce que là, après le retour de la CAN, il y a eu tout le staff qui a été viré. Ensuite, on sait que le match de classement a été un match difficile, la pilule était difficile à avaler, parce que le scénario n'était pas aussi, était un scénario catastrophe. Du coup, les jeunes gens n'ont pas eu le temps, ou en tout cas, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de la fédération, on n'a même pas fait le deuil de ce bas de 3e place là. Et puis bon, on s'est retrouvé donc dans ces matchs de classement, dans ces matchs amicaux de prestige contre des équipes européennes. Et je pense que ce n'était pas forcément le bienvenu, surtout pour l'encadrement technique qui est là, qui assure l'intérim et qui vient d'un nouvel environnement comme ça, propulsé donc du coup dans une situation pareille, sans expérience apparente par rapport donc à leur vécu. C'est vrai qu'ils ont entraîné les équipes nationales, mais c'est des équipes nationales de petites catégories, des catégories inférieures, donc c'est pas la même façon de faire, c'est pas la même façon donc de préparer ce match. En plus de ça encore, il y a eu ces questions administratives, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas pu avoir leur visa pour pouvoir se rendre donc dans ce match. Donc du coup, et la préparation et l'environnement et évidemment l'expérience aussi n'ont pas permis de pouvoir faire donc d'avoir un bon match. Donc je comprends un peu ces résultats. Ça tombe vraiment très mal, parce que cette fenêtre FIFA là était quand même une fenêtre assez, je dirais, assez spéciale pour les étalons, parce qu'on joue contre 2 équipes européennes. C'était l'occasion de montrer ce dont on était capable par rapport à ces équipes européennes là, surtout qu'on joue un match de prestige mardi contre la Belgique. Et là, je pense que ce n'était pas forcément idéal, surtout que bon, les informations aussi qui nous parviennent actuellement du côté de Bruxelles ne sont pas aussi terribles que ça, parce que il semble que, j'ai dit ça au conditionnel, parce que il semble que aussi il y a des vents de contestation, non, des vents de revendications qui sont dans l'air aussi du côté donc de l'UQI. Donc du coup, on voit que l'environnement n'est pas aussi sérieux. Ici, on donne tout. On donne pas des moitiés d'infos. Non, mais il semble, comme je dis, il semble qu'il y a un vent de revendication qui plane un tout autour de l'équipe. On ne serait pas d'accord, en tout cas un groupe de support de joueurs ne serait pas d'accord avec la présence de certains dans l'encadrement. Donc du coup, ça crée ce problème. On sait également que les primes de match donc de la CAN n'ont pas été totalement, je dirais, données aux joueurs. Donc du coup, il y a tout ça. Donc on ne sait vraiment, on prend avec les pincettes, on attend de voir. Ça prouve que bon, on n'est pas dans un environnement assez serein. Et puis bon, mais c'est quoi? C'est l'intérimaire qui n'arrive pas à tenir? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça n'a rien à voir avec ça vient depuis la fédé ici. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pense que ça vient un peu de la fédération, et je pense également que il y a le passif qu'on n'a pas réglé par rapport à ce match de classement contre les étalons, et c'est ça qui nous poursuit. Il fallait donc éponger ce passif-là avant donc d'aller à cette fenêtre internationale là, alors que on a eu peur d'aborder ce problème, et c'est ça qui est en train de pourrir l'environnement jusqu'à présent. Donc il faut absolument revenir sur ça, il faut donc éponger ça, il faut faire le deuil de ça avant donc de se projeter, sinon ça va être vraiment très très difficile pour cette équipe des étalons là, qui doivent amorcer, à mon avis, un nouveau cap. Et c'est difficile. Et puis également aussi la question de l'équipementier aussi qui fait surface, parce que on est surpris, on était tous surpris de voir donc qu'on a changé d'équipementier sans véritablement d'informations au préalable. L'équipementier national qui assurait donc l'habillement des étalons apparemment ne sera pas, les étalons ne seront pas habillés par Tovio sans faire de publicité par rapport à ce match-là. Mais Tovio, ça sera maintenant Puma. Ce seront habillés sûrement avec Puma, parce qu'on a vu déjà les joueurs lors de la rencontre de ce matin avec des Bermudas, ou en tout cas voilà, ils sont habillés en Puma. Je pense que ça pose un problème. Voilà. Et le public ne comprend pas. Et nous journalistes également, on ne comprend pas. C'est vrai qu'on sentait que voilà, on ne sait pas comment, dans cet environnement-là, comment toutes ces questions-là sont gérées. Et je pense que c'est assez difficile. Et vraiment, au niveau de la fédération, je dirais qu'au niveau de la communication, c'est zéro. Parce que là,
on aurait pu quand même, quand on change d'équipementier, je pense qu'on informe parce que c'est un nouveau dispositif qu'on met, alors que là, on n'a rien vu. Officiellement, on ne sait pas s'ils ont changé d'équipementier. Dans tous les cas, dans les faits, on voit aujourd'hui, hier ils étaient en Tovio, le lendemain on les retrouve comme par enchantement, par Puma. Ça montre un peu de désordre dans tout ça. Je pense qu'il faut... Et surtout qu'il y avait des informations déjà qui fusaient là-dessus. C'était le moment de clarifier les choses. Donc tout le temps on va observer, c'est le football. Et je pense que ce serait vraiment mon coup de gueule. Je pense que ce serait vraiment dommage qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que, quoi qu'on dise, ce que les gens aussi ne comprennent pas, Puma ne vient pas pour faire, je dirais, ils viennent pas, ce sont des commerçants. Voilà. Et ce que les gens ne savent pas, quand un équipementier vient, c'est comme du marketing qui vient faire. Et c'est comme celui qui vient là, il essaie donc d'appâter et que les gens comprennent tout ce que les étalons portent, les maillots qu'on porte. Et rien n'est donné gratuitement, c'est payé par l'État burkinabé. Ça, il faut que les gens le sachent. On a l'impression, j'ai vu des gens qui disent non, si Puma vient, ils vont donner les maillots cadeaux. Non, aucun maillot n'est donné cadeau. Tout est payé par le contribuable burkinabé. Voilà. Maintenant, s'il y a des commissions, s'il y a des choses, ça se fait avec la fédération, parce que c'est par l'intermédiaire de la fédération que c'est payé. Sinon, aucun équipementier ne donne des maillots gratuitement. Ça, c'est pas possible. Il faut vous dire que on paye ces maillots-là. Donc, du coup, évidemment, ça pose un problème. Voilà. On va revenir là-dessus. Nous, on a décidé aujourd'hui de passer le clair de la partie sport à parler de karaté-do. Bon, on va rapidement donner les résultats. Les premiers résultats donc, de la 22e journée de la Ligue 1, l'ONAB comme on l'appelle. Vitesse FC a pris le meilleur sur l'ASK 2-1 du côté de Bobo Dioulasso. Donc, et ici, du côté de Zignari, c'est Majestic Sporting Club qui a surpris l'AS Douane 1-0. Le RCK a pris le meilleur sur l'AS Sonabel, on l'a vu 2-1. En tout cas, ça fait 2 revers de suite pour l'équipe de l'AS Sonabel. Attention pour une équipe qui veut jouer le titre. L'USFA a été accroché par l'État filant de Ouagadougou, 0 but partout. 0 but également entre le RCB et la SEC de Koudougou. Demain, lundi, pour la suite de cette 22e journée, on aura du côté donc de Stade Issoufou Joseph Kounombo à 16h AS Police Kiko FC, à 18h15 un match évidemment à suivre entre Salitas et l'Asfa Yenega, c'est-à-dire le match des deux extrêmes entre Salitas qui est dernière de classe et l'Asfa Yenega qui caracole en tête de ce face au foot. Et le dernier match, Royal FC contre Royal, en tout cas qui marche actuellement sur l'eau. Royal qui croise les crampons avec l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso pour être complet sur cette 22e journée. Merci pour ce point, Claude Romba. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous sommes avec M. Marie Cornel de la Fédération burkinabé de karaté-do. Vous êtes directeur technique. C'est cela. C'est bien ça. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci. Avec vous, on va parler de ce sport-là. Et je vais rappeler, parce qu'on va juste d'abord jouer un reportage et après on va pouvoir échanger. Il y a eu le championnat des petites catégories de karaté-do. 350 participants en gros, venus de toutes les ligues et clubs affiliés. Les compétitions sont disputées, je pense, vendredi et samedi. On fait le point avec William Somda et on revient pour discuter. Bilan incontestablement réussi pour la Fédération burkinabé de karaté-do. Le championnat 2022 des petites catégories ayant tenu toutes ses promesses. Avec 4 catégories, les pupilles, poussins, benjamins et minimes, ce championnat a vu la participation de plus de 350 athlètes venus des ligues et des districts. En Koumouti, la sensation aura été une fois de plus le jeune Rachid Sawadogo en benjamin. Malgré son handicap physique, il est amputé du poignet gauche. Rachid décroche l'argent en finale de sa catégorie en perdant face à Ousseini Traoré de Nirvana de Waïguya. Chez les minimes, Arafat Gwem de Dakupa se montre infaillible face à Seydou Diabaté de SKI Junior de Bobo Dioulasso. Chez les filles, Alisha Sawadogo confirme son statut de future étoile du karaté en minime. Chez les benjamins, l'origine à Priska Kafando, Lydia Ouedraogo et Acid Kabore s'imposent respectivement en pupille et benjamin. Au terme de la compétition, le bilan est jugé satisfaisant par le vice-président de la Fédération burkinabé de karaté-do. Merci pour le cadeau que vous nous donnez. Donc ça fait 48 heures que nous sommes là. Nous avons battu en brèche les 4 catégories, les poussins, les pupilles, les benjamins et les minimes. Donc ça s'est bien passé. Je pense que des champions sont dégagés et c'est à l'honneur de la Fédération burkinabé de karaté-do.
Au niveau des prix spéciaux, Gouem Arafat est sacré meilleur athlète Koumouti. Fadel Nakro, meilleur athlète kata chez les garçons. Chez les filles, Mathis Ouedraogo est sacré meilleur athlète kata et Priska Kafando en Koumouti. Tariam Club de Kaya, avec ses 5 médailles d'or et ses 2 d'argent, est sacré meilleur club. Pour la direction technique nationale, le niveau d'ensemble des jeunes est encourageant. Le niveau dans l'ensemble est assez satisfaisant, surtout pour ce qui est du comité. Alors les enfants ont l'art de copier un peu, ils ont regardé comment les grands travaillent et ils ont essayé d'imiter. Ça veut dire que le travail a commencé à aller au niveau déjà des petites catégories. Et ce qui fait que nous sommes assez satisfaits. Nous voyons que le travail est fait à la base et cela fait que nous pensons que la Fédération burkinabé de karaté-do a la relève. Malheureusement, au niveau des katas, il y a encore un peu à faire au niveau des enfants parce que les techniques, il y a beaucoup de variantes de techniques qui ne sont pas coordonnées. Au terme de ces championnats de petite catégorie, la Fédération burkinabé de karaté-do n'entend point ranger les karatéguis. Elle prépare dans la foulée un stage suivi d'un passage de grade des 2e au 6e dan pour le mois de mai prochain. Le temps de plonger rapidement dans l'organisation du championnat cadet junior et senior en juillet. Nous sommes avec Marie, je le disais, de la Fédération burkinabé de karaté-do. On a suivi ça avec beaucoup d'intérêt, des petits jeunes, on va dire, très motivés et puis vivaces aussi. Comment ça s'est organisé tout ça? Dans quel contexte? Alors, le championnat national des petites catégories, comme vous l'avez suivi, c'est le 2e type de championnat. Je rappelle que notre fédération, nous organisons 2 types de championnats. Un championnat pour les petites catégories qui prend en compte les enfants de 6 ans à 13 ans. C'est ce qu'on vient de dérouler le week-end dernier. Et le championnat des grands qui se déroule au mois de juillet et qui prend en compte les enfants de 14 ans jusqu'à 18-20 ans. Alors donc ce qu'on vient de dérouler, c'est le championnat des petites catégories et ça concernait 5 ligues et 7 districts de la Fédération burkinabé de karaté-do. Ah, mais on sent de la motivation, ils sont bien nombreux, c'est plus de 300? Oui, plus de 300, donc 250 qui sont venus de l'intérieur et la ligue du centre Ouagadougou donc a regroupé plus de 100 athlètes, donc ce qui donne environ 350 athlètes en tout. Voilà, 350 athlètes. On voit que le karaté-do nous a valu beaucoup de lauriers, on le sait, parce qu'on a vu sur les tournois, je dirais, sous-régionaux, rapporter des médailles. On a vu, il avait plusieurs fois été reçu par le président du Faso, ça c'est très bien. Mais moi j'aimerais poser, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on fume le calumet de la paix désormais au niveau, la sérénité est revenue au niveau du karaté-do? Est-ce que tout le monde est revenu à la maison? Oui, disons que la crise qui a secoué la Fédération burkinabé de karaté-do est aujourd'hui derrière nous. Alors la plupart des clubs sont revenus à la maison, sauf bien sûr quelques clubs qui ont décidé de fonctionner en autonome, mais ils ne sont plus en opposition. Il n'y a plus d'opposition entre clubs, mais des clubs qui ont décidé de fonctionner en M. Galbané est là. Autonome. Oui, Galbané est là, Galbané que vous connaissez bien, qui était l'un des leaders. M. Koné est là. Oui, M. Koné, lui, il a pratiquement évolué en solitaire. Et son club est pratiquement fermé, il évolue plus dans le volleyball. Comme il avait deux casquettes, donc il a beaucoup plus tendance à travailler dans le volleyball. Et voilà. Mais l'ensemble des pratiquants est quand même à la maison. Mais moi j'aimerais poser une question, parce que pendant l'époque de cette crise-là, je me suis posé la question. C'est vrai qu'on a compris entre le président Hugo et maître Mamadou Koné, Sawadogo, maître le bâtonnier, on a vu que effectivement ça a été chaud. Franchement, ça a chauffé. Et on se pose la question, mais le karaté, le dos, c'est le chemin. Vous l'aviez dit, le chemin du karaté. Le karaté enseigne des vertus. Mais comment se fait-il que la grande famille du karaté-do n'arrive pas à montrer cette voie-là? Voilà, c'est quand même curieux, mais c'est le sport. Vous savez que le sport en général... Il y a beaucoup de passion. Voilà, il y a beaucoup de passion dans le sport et la passion souvent arrive à surmonter le dos. Mais nous avons eu la chance que les anciens sont revenus sur les fondamentaux du karaté en disant qu'il faut que le dos dépasse. Tout à fait. Voilà. Et c'est ce qu'on a pu en tout cas développer, de sorte que la paix est revenue, parce que les gens ont dit c'est le dos d'abord avant tout. Et les grands maîtres ont accepté de fumer le calumet de la paix. Aujourd'hui, nous sommes dans le dos. En tout cas, je suis très content qu'il y ait la paix, parce que là, vraiment, on a été secoué, on n'a pas compris. Mais vraiment, aujourd'hui, en tout cas, on sent qu'il y a une sorte d'accalmie et que... parce que ceux qui étaient beaucoup pénalisés, c'est
c'était évidemment les jeunes qui n'arrivaient plus à compétir alors qu'ils avaient du talent. Ils n'avaient rien à voir dans cette bagarre. Donc on se dit qu'aujourd'hui, le karaté-do burkinabé est encore plus fort et que vous allez nous donner encore beaucoup plus de lauriers. Certainement. Quand vous avez suivi, pratiquement tous les clubs ont participé. Et parmi les clubs qui n'étaient pas dans la fédération, nous avons près d'une dizaine de clubs qui ont participé à cette compétition. Et ça fait que lors les prochains passages aux compétitions au niveau international, nous sommes sûrs que nous avons des valeurs qui vont représenter le pays des deux côtés. Et au niveau du passage de grade, est-ce que ça avance? Ça avance. Nous sommes en train de préparer cela pour le mois de mai, le 12 au 15 mai, avec un expert Chitoriou qui viendra de l'Afrique du Sud. Et actuellement, les clubs ont reçu tout le programme complet. Ils sont en train de travailler et les candidatures ont commencé déjà à venir au niveau de la fédération. Et nous pensons que ce serait une belle histoire du karaté-do burkinabé. On sait également aussi qu'il y a eu un moment où le Burkina a voulu prendre le leadership dans l'organisation des compétitions au niveau sous-régional. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'il y aura ces genres d'organisations? Oui, c'est déjà fait parce que nous avons déjà eu à organiser le championnat régional en 2018, je crois. Tout à fait. Et ça s'est bien passé. Et actuellement, notre président, qui est désormais vice-président de la Commission africaine de karaté-do, est en train de travailler à ce qu'on puisse... Oumar Yugo, je nomme Oumar Yugo, est en train de travailler déjà à ce que nous puissions organiser le championnat d'Afrique. On n'a pas encore une date, mais il est en train de se battre et c'est sûr qu'il va y arriver. Wow, le championnat d'Afrique au Burkina Faso. Wow, ça donc c'est ambitieux, mais je crois qu'il peut y arriver parce qu'il a beaucoup de courage et quand il veut, il l'obtient toujours. Oui, c'est vrai que le karaté-do aussi également, on a vu les autres structures ou en tout cas les autres sports se plaignent qu'il n'y a pas d'infrastructure, mais vous quand même aujourd'hui on peut dire que ça va puisqu'il y a le gymnase qui est là, encore le gymnase de l'INGEPS. Oui. Vous avez la grande salle au niveau donc je dirais du CNOSB. On peut dire que vous êtes gâté à ce niveau. Oui, c'est le gymnase du CNOSB, bien sûr, qui est aujourd'hui notre lieu de sport. Il y a le palais des sports, le Ouaga 2000 également qui est là, mais pour un championnat d'Afrique, c'est encore insuffisant. Il faut encore un peu plus de fois. Il faut encore au moins 2 fois. Alors pour pouvoir non seulement permettre que les pays qui viendront puissent avoir des lieux de préparation, voilà, et avoir aussi des lieux d'hébergement. Je pense que nous allons y arriver. C'est vrai que tout à l'heure, Claude parlait des ceintures et le passage des grades. Ça, c'est très intéressant, mais c'est un autre niveau. Moi, j'ai été subjugué quand j'ai vu ces enfants-là qui se donnaient à cœur joie dans ce sport, qui pour beaucoup de parents se disent bon, ça c'est un peu dangereux, c'est un peu ceci, mais on se rend compte que vous avez quand même pas moins de 350 qui viennent compétir. On avait reçu la semaine passée ici c'est le volleyball. Ils se plaignaient du 109 qui ne vient pas parce qu'ils ont toujours des difficultés à renouveler ce tapis-là parce que bon, dans les niveaux scolaires c'est devenu un peu plus compliqué. Quelle est la recette au niveau du karaté-do pour qu'il n'y ait pas cette cassure, pour qu'on ait toujours ces petits-là qui a envie de s'y adonner? C'est vrai, au karaté-do c'est un peu spécial, contrairement à beaucoup de disciplines. Au karaté-do, aujourd'hui, les parents sont en train de découvrir les valeurs du karaté-do. Parce que l'enfant qui pratique le karaté-do, non seulement il est discipliné, il est différent des autres qui ne participent pas au karaté-do, et au niveau de l'école également, il est un bosseur. Les bosseurs, il est déterminé, il est courageux et il ne lâche pas prise. Et ces valeurs-là font que les parents ont commencé à comprendre. Contrairement aussi à l'idée que les gens avaient en disant que quand on fait du karaté, c'est pour faire la bagarre. C'est le contraire. Les enfants qui sont dans le karaté, à l'école, c'est les plus sages. C'est eux qui refusent de faire la violence. Ils sont dans la paix parce qu'ils cultivent la paix et ils font sortir l'énergie négative qui est en eux à travers les coups de poing qu'ils donnent tous les jours. De sorte que ces enfants-là, ils sont assez différents. On les trouve disciplinés et les parents ont commencé à avoir l'engouement pour la pratique du karaté-do. Voilà pourquoi aujourd'hui nos clubs sont bourrés d'enfants. Moi dans mon club j'ai plus de 150 enfants. Wow. Ah oui. Donc les parents ont compris l'intérêt du karaté-do et nous sommes sûrs que la relève est assurée. Qu'est-ce qui fait la particularité du karaté-do par rapport, parce que karaté, ils ont tellement de familles. On a le karaté-do, on a Shotokan, on a Kung Fu, on a je sais pas Kung Fu, il y a Wushu, il y a bon finalement le Vietnam
Amjad Vodao, ça fait tellement de noms. Le taekwondo, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un lambda, mais tout ça dans un même carcan en disant karaté. Alors qu'en réalité, le karaté, c'est purement une discipline japonaise. Si vous voulez, c'est la pratique martiale japonaise qu'on appelle le karaté-do. Et à l'intérieur, il y a des sous-styles. Le Shotokan est un sous-style de karaté-do. Le Wado-ryu est un sous-style. Le Shito-ryu est un sous-style. Le taekwondo n'est pas un sous-style du karaté. Le taekwondo, c'est également une discipline sportive à part, qui est plutôt coréen. Ah, lui, le coréen, lui, ça veut plus c'est les pieds. Voilà, bon, les gens disent c'est les pieds, mais ils mettent l'accent sur les pieds. Mais aussi, ils ont les mains également. Le karaté aussi, il y a les pieds et les mains. Mais là-bas, ils mettent l'accent plus sur les techniques du pied, c'est vrai. Karaté-do, vous mettez l'accent sur... Le karaté-do met l'accent sur tout, les pieds, les mains, et beaucoup plus sur la stabilité pour ce qui est du Shotokan, les esquives pour ce qui est du Wado-ryu. Donc voici un peu la différence entre ces deux. J'ai une question qui pourrait paraître, ça peut être niais, mais chaque fois que je le dis, moi tout de suite j'ai regardé le petit qui s'est pris un coup direct là. Il n'y a pas de protection? Oui, ce que vous avez vu là, c'est vraiment une erreur qui est arrivée, on l'a sanctionné, parce qu'en réalité, on ne doit pas toucher la tête quand on mène le combat pour les enfants de 6 à 13 ans. Il n'y a pas de contact au niveau du visage. Alors, vu que le coup qui est monté est arrivé au niveau du visage. À 10 cm du visage, les arbitres doivent arrêter et accorder le point. Mais il est arrivé que, nous avons aujourd'hui des nouveaux arbitres qui n'ont pas encore assez de mains. Et on les a placés pour les essayer. Et ceux qui ont arbitré, il faut les essayer, c'est normal. Donc, les enfants ont donné des coups qui sont arrivés à 10 cm, ils n'ont pas eu de points. Donc, ils sont amenés maintenant à toucher. Ils sont cognés. Et ce qui est arrivé, malheureusement. Voilà. Donc, je pense que nous allons corriger ça au fur et à mesure. Mais en principe, vous avez des projections au niveau de la poitrine. Il y a aussi des projections au niveau de la tête pour ce qui est des enfants. D'accord. Et justement, quand on vous écoutait tout à l'heure, vous disiez 6 ans et plus. Ça veut dire que la pratique, c'est à cet âge qu'on commence et pas avant. Oui, pas avant. À partir de 6 ans, c'est raisonnable pour commencer le karaté-do. Alors, il y a des clubs qui acceptent déjà à partir de 5 ans. Mais bon, il ne peut pas compétir pour le moment. C'est vrai qu'à partir de 6 ans qu'il est autorisé à participer aux compétitions. Et là, même, c'est l'initiation. C'est juste des petites trucs d'initiation à la compétition. Mais d'aucuns disent, en tout cas, au niveau du karaté, que vous êtes un peu les enfants gâtés du ministère, parce qu'on vous accorde beaucoup, vous êtes choyés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous sentez choyés par rapport aux autres? Parce qu'on dit, ceux-là, c'est les hommes de Hugo, c'est vraiment... Je pense que ceux qui disent ça, ils ne connaissent peut-être pas le fonctionnement du ministère. Le ministère a son mode de fonctionnement. Et il y a le conseil qui se tient, et le budget est étudié et validé par discipline sportive. Et les fonds alloués, c'est déjà calé. Ce que vous voulez ou pas, c'est ce qu'on va vous donner. Oui, c'est parce que vous êtes plus actif. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est que nous avons un président dynamique qui sait se battre, qui sait aller chercher l'argent où il faut. Tout à fait. Donc pour une saison où on donne par exemple 25 millions, nous allons faire des activités de 100 millions. Donc d'où viennent les 115 millions? C'est le maître Hugo qui, par ses relations personnelles, se bat par-ci, par-là pour trouver des fonds afin que nous puissions faire des grandes sorties de compétition et des grands stages, des grands passages de grade. C'est vraiment à son actif. Vous avez commencé, je pense, en 2021, la Coupe Interligue. Oui, la Coupe Interligue, la première édition a eu lieu en 2021 et cette année nous allons dérouler la deuxième édition à Bobo-Dioulasso toujours et c'est courant juillet 2022. Mais est-ce que Claude Roba dit c'est très pertinent? On a l'impression que vous êtes choyé. Vous multipliez les rendez-vous. Oui, c'est pourquoi j'explique que le fonds que nous recevons, c'est plus ou moins la même chose. C'est ça. À une différence de 4-5 millions de différence peut-être. Voilà, parce que nous apportons beaucoup plus de médailles. Donc à une différence de peut-être 4-5 millions, c'est la même chose que les autres fédérations. Mais nous avons un président qui se bat, qui est dynamique, qui se bat, qui va chercher plus de la moitié de ce que le ministère nous donne. Puis il a cherché 100 millions qu'il peut apporter en toute une année, c'est énorme. Et c'est pourquoi nous arrivons à faire beaucoup d'activités et à remporter beaucoup de médailles pour le pays. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour les petites catégories. Comment est-ce que pour les plus grands, ça se prépare? Alors pour les plus grands, comme je disais, c'est prévu pour le mois de juin. Et ça se prépare très bien. Ça va concerner les catégories cadettes. Donc ça veut dire que ceux qui ont 14-15 ans, les juniors, ceux qui ont 16-17 ans, et les seniors, ceux qui ont 18 ans et plus. Alors là également, il y aura aussi bien les katas, c'est les techniques que vous avez vues tout de suite là, et les combats.
Alors, à la différence de ce que nous venons de voir, c'est que à leur niveau, les combats sont plus poussés que ce que vous avez vu, parce que c'est le niveau international qui s'invite à ce niveau. Tout à fait. Voilà. Au niveau international, on commence à partir des cadets. Donc, à ce moment, le règlement international est appliqué et les combattants, les compétiteurs doivent travailler dans le même registre que ce qui se passe à l'international. Parce que c'est eux qui vont représenter le pays bientôt au Niger pour le championnat régional prévu également pour le mois d'août et le championnat d'Afrique également qui est prévu aussi pour le mois d'août. Et le championnat du monde? Le championnat du monde qui est... Je crois qu'on a une fois participé. Oui, on a déjà participé et cette année encore, nous comptons participer probablement au mois d'octobre. En tout cas, le président Hugo est en train de se préparer pour qu'on participe au moins avec une équipe de 3-4 personnes qui vont participer. Alors, les jeunes Sanout qui ont déjà participé à la première édition ont fait mouche, on a été beaucoup remarqués et plusieurs nous ont approchés pour dire mais ces jeunes-là, il faut les accompagner, ils ont l'avenir, c'est sûr que dans 4-5 ans, ils vont monter sur les podiums. Donc c'est eux que nous sommes en train de préparer pour qu'ils puissent continuer cette année au niveau du championnat du monde. En tout cas, beaucoup de courage, on sait qu'ils se battent beaucoup et puis voilà, ils ont des lauriers, ça, on ne peut pas mentir, on peut tout dire, mais bon, quand on voit le karaté-do quand même... Ce qui est intéressant, c'est que ça demeure quand même un sport accessible. Oui. C'est pas cher. Non, un sport accessible parce que les inscriptions dans les clubs en fonction des zones, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, varient de 1000 francs à 3000 francs. Alors les plus chers sont à 5000 francs. Donc je pense que c'est vraiment raisonnable. On reproche aussi que les kimonos, là, c'est pas donné. Hein. Les kimonos, non, les kimonos ne sont pas chers. Ça dépend des types de catégories de kimonos. Il y a des kimonos homologués, il y a des kimonos aussi cousus sur le terrain. Si vous voulez faire du karaté dans un club à Ouagadougou, vous n'avez pas besoin de payer un kimono de 200 000 francs. Ça ne sert à rien. Mais si vous voulez participer à un championnat d'Afrique, championnat du monde, il faut aller avec un kimono qui est porté par le français, par le japonais, par je sais pas, l'américain. Et là, ça vous coûte 80 000, 200 000. Hein. Et c'est ce que nous avons payé pour nos athlètes qui participent au haut niveau. Ils sont à la même niveau, à la même hauteur. On n'arrive pas à faire la différence. D'accord, mais souvent, ce que ça demande aussi, c'est souvent des stages, c'est beaucoup de choses de faire à l'extérieur. Quand on regarde, c'est pas forcément donné. Oui, c'est vrai qu'il faut assez de stages à l'extérieur. Nous avons la chance que nous avons une diaspora. Nous avons une diaspora qui participe bien. Nous avons deux entraîneurs qui sont au niveau de la France et un au niveau du Canada. Et on a des athlètes qui sont au niveau de la France et de la Belgique qui nous représentent déjà au niveau des compétitions européennes et voilà. Et ceux qui sont ici, quand il y a une compétition à l'extérieur, on les envoie déjà à l'immersion quelques temps avant pour qu'ils puissent travailler avec ceux qui sont déjà sur place. Et ils font des stages dans les grands clubs et ils sont prêts pour aller affronter donc, les autres au niveau du championnat. On va allègrement vers la fin. Quels sont vos grands défis aujourd'hui, les grands objectifs au niveau de la FEDE? Alors, le grand défi, c'est déjà le passage de grade. Vous savez que nous avons assez de difficultés au niveau des passages de grade. Pourquoi? Parce que la crise a fait que pendant que ceux qui sont à la fédération avançaient, ceux qui étaient un peu à l'extérieur ne pouvaient pas avancer, puisque le grade est national. C'est ça. Voilà, le grade est national et ces gens qui sont à l'extérieur ne pouvaient pas avancer. C'est à raison de la crise. Donc ils sont restés 56 ans sans avancer. Bon, il y en a même qui se sont donné, ils n'ont pas le choix, ils se sont donné le luxe de se grader eux-mêmes. De s'auto-graduer ou bien de se faire grader par des personnes qui ne sont pas habilitées. Voilà, ils font un voyage et au Ghana ou quelque part, ils se font grader par ces gens qui ne sont pas habilités. Donc nous comprenons. Et ce passage de grade qui vient, c'est un défi pour que ces personnes-là, nous puissions les faire homologuer les grades. Ils vont repasser les grades devant la commission nationale et on va les... Et ils sont partants parce que là aussi... Ah oui, ils sont partants. Ils sont partants et même très contents parce qu'ils savent bien, c'est les gens qui sont dans le domaine, ils savent bien que les grades ne peuvent avoir la valeur que si ça passe par le niveau national. Parce que le grade est purement national. Et ils sont conscients de ça, ils sont très fiers, ils sont contents de ce qui arrive, ils sont déjà en train de se préparer sérieusement pour la question. Donc c'est un des plus grands défis. Le deuxième défi, c'est bien sûr pouvoir, comme on dit, participer et organiser les championnats au niveau international au Burkina Faso. Déjà le régional et plus tard le championnat d'Afrique. Mais est-ce que là, parce que ça, forcément, derrière, il faut un ministère qui accompagne, ça parce qu'en infrastructure, même en hébergement, tout ce que vous dites, seul vous ne pouvez pas. Est-ce que là, il y a un lobbying déjà qui est en train d'être fait? C'est vrai que le ministère des Sports nous accompagne beaucoup et comme il voit nos résultats,
ils sont vraiment ouverts et ils sont prêts à nous accompagner. Nous avons des directeurs des sports au haut niveau qui est permanent avec nous et qui, en tout cas, qui se battent très bien pour que nous puissions arriver là. Donc je pense qu'avec son accompagnement et l'ensemble du staff du ministère, nous allons quand même arriver à atteindre nos objectifs. D'accord. En tout cas, je suis d'accord, c'est bon. Contrairement aux autres fédérations, aux autres disciplines, mais au karaté-do, ça va, il n'y a pas de souci. En tout cas, comme il a dit, le dynamisme et je dirais la combativité du président Hugo par rapport donc, au karaté-do et évidemment son dévouement pour cette discipline-là n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, je suis très content qu'il y ait véritablement la paix au sein de la maison du karaté et que bon, les choses se déroulent normalement. Maintenant, bon vent à vous et que bon, vous nous renvoyez vous nous ramenez beaucoup de lauriers. En tout cas, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Merci bien, Colonel Marie, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur technique au niveau de la Fédération burkinabé de karaté-do. Merci d'être passé. Merci Claude Romba pour le temps qu'on a pu passer ensemble. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. En tout cas. Et moi, je vais terminer ce JDS avec cette information aussi qui est tombée, puisque nous l'annoncions aussi en début de ce journal du dimanche au soir. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui a été interpellé aujourd'hui, même 27 mars, par la gendarmerie nationale, vient d'être libéré. L'audition était relative, nous dit-on, à des propos tenus pendant la conférence de presse organisée le 24 mars dernier par son parti, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Ils nous ont dit à la fin de l'audition que rien n'a été retenu contre lui. C'est ce qu'a précisé en tout cas l'un de ses conseils. Information que nous tirons du courrier confidentiel. Ceci dit, cela met ici maintenant un point final à ce JDS journal du dimanche au soir que j'ai pris plaisir à présenter. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain. N'oubliez pas, c'est 19h30. Et d'ici là, portons-nous bien.